Nous sommes le 25 octobre 2019. J'ai longtemps hésité à faire cette vidéo parce que je n'ai pas inventé la poudre, l'économie, personne ne me l'a jamais apprise, et les gens qui ont écrit des livres à ce sujet sont tellement difficiles à percer, à comprendre, que je n'ai fait que la moitié du chemin pour comprendre parfaitement. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, et c'est le plus important, c'est le théorème ou l'égalité suivante. La production, que ce soit en élevage, que ce soit en culture, que ce soit en service, autrement dit, tout ce qui fait la vie des Français de chaque jour, cette production globale, retenez-le, doit être égale à une émission monétaire gratuite, émission éditée par l'État, émission monétaire gratuite correspondante à la valeur de la production. Un exemple. Nous avons élevé 1000 poulets. Le poulet revient à 1 € chacun. Il y a 1000 habitants. On distribue 1 € à chaque habitant. Dites-moi quel est celui qui n'aura pas son poulet. À moins que le gars n'aime pas les poulets. Bon, trêve de plaisanterie. Ce que je vous ai dit à l'instant est une équation parfaitement exacte, même si j'ai simplifié à outrance. Pour comprendre davantage, voici une vidéo intitulée « Compréhension, union, le nombre fera le reste ». Et ensuite, les transformations suivront, mais faut-il que le maximum de gens soient prévenus. Nous sommes une large majorité à souffrir d'un régime autoritaire, voire dictatorial. En tout cas, une situation exécrable, jetant dans la misère un pourcentage de plus en plus important de citoyens dans la pauvreté largement évitable. Pourquoi? Ben, vous le savez autant que moi, parce que chaque fois que l'État va devoir payer ses engagements, il va emprunter, alors qu'il reçoit de l'argent de toutes parts, d'une part les taxes, d'autre part les impôts. Mais ceci dit, on y reviendra. Comment rejeter un gouvernement aussi odieux, depuis 50 ans, depuis 1973, ne desservant que les ultra-riches? J'ai acheté le livre « Enquête sur la loi » du 3 janvier 1973. Il me reste à le lire. Comment rejeter donc un gouvernement aussi odieux, ne desservant que les ultra-riches, en faisant comprendre, à l'aide d'un compte révélateur, la manière de saisir de quelle manière doit fonctionner l'économie. Si cela est compris, plus rien ne nous empêchera de nous unir pour protester. Une grève des achats relative à la clé, qui est très importante, qui voire capitale, et je ne comprends pas pourquoi, jusqu'à présent, les gens qui se sont penchés sur le problème, gilets jaunes compris, n'ont pas mis cette espèce de contrepartie, cette espèce d'arrêt par le fait qu'il ne fallait plus consommer que très modérément pour bloquer le système. Grève des achats à la clé, disais-je. Puis, vu le nombre des citoyens convaincus, la destitution de tous ces politiques qui, d'une manière ou d'une autre,
sont soit des hypocrites, soit des gens qui suivent les chefs d'orchestre à la lettre. Et ça ne doit pas se supporter. Voici un conte tiré du livre d'André Jacques Holbeck, Un regard citoyen sur l'économie, aux éditions Yves Michel. Voici le conte, résumé bien sûr. Nicolas, cinquième fils d'un fermier, technicien tisserand, devenu majeur, décide de se lancer dans la confection d'habits. Les habitants du comté regrettant l'absence d'habits de fête en particulier. Il alla voir le grand argentier du comté ou du département ou de la province pour lui demander de lui avancer 250 écus, rien que ça, monsieur, pour lancer son entreprise. L'argentier lui prêta de bonne grâce cette somme en ajoutant qu'il ne lui prêtait pas cette somme, il la lui donnait. Un conte de fait, non, vous allez voir pourquoi. Il ajouta cependant, nous connaissons ta classe professionnelle, ce qui voulait dire que ce qu'il allait bâtir, ce qu'il allait construire, ce qu'il allait produire serait de grande valeur. Donc il y avait déjà la possibilité de produire. Mais en outre, notre ami le grand argentier ajouta que l'équilibre de la circulation monétaire serait atteinte parce que les gens avaient besoin d'habits. Donc, il y avait la possibilité de fabriquer et la possibilité d'épuiser cette fabrication, dont l'équilibre était acquis. Et le grand argentier ajouta, il faudra donc plus de pouvoir d'achat à nos sujets pour acheter tes beaux habits. L'argent que nous te donnons pour acheter tes laines, tes machines, tes teintures, tes accessoires, ira dans les poches de nos compatriotes qui te vendront les produits. Va, et que Dieu te bénisse. Moralité de cette histoire. Et retenez bien, je vais aller lentement. 1. La masse monétaire doit rester en adéquation ou, si vous voulez, sera progressive ou dégressive par rapport aux évolutions des progrès techniques, à la production et à celle de la population d'une nation. Si la population s'accroît ou si les activités augmentent, la masse monétaire, je vous le laisse dire, ira au niveau de la circulation, sera augmentée. Plus vous produisez, plus il faut de masse monétaire. Mais il ne peut y avoir inflation, puisque lorsque les 100 poulets à 1 euro seront écoulés, chacun ayant eu 1 euro, il n'y aura pas eu d'inflation, n'est-ce pas? 2. La monnaie est la propriété de la communauté. Je dis bien, la monnaie est la propriété de la France. C'est nous qui élevons, c'est nous qui produisons. Elle est émise par son représentant mandaté. Elle ne coûte que le prix du papier, de l'encre et des salaires pour la fabriquer. Aujourd'hui, et retenez bien ceci, l'État ayant été forcé de céder son pouvoir régalien, c'est-à-dire le droit d'émettre de la monnaie, ayant cédé son pouvoir régalien de battre la monnaie, l'accroissement nécessaire de la masse monétaire est financé par l'emprunt, conséquence de la demande de crédit des agences économiques publiques et privées. Mais si, particulièrement l'État,
emprunte, il va s'en suivre au niveau des intérêts des sommes exorbitantes, et cet intérêt ne s'éteindra jamais mais prendra une très grande ampleur. L'argent est créé sous forme de dette par l'ensemble des protagonistes, État, industriels et citoyens. Le peuple a perdu sa souveraineté. Les échanges ne s'effectuent plus de la même manière. L'argent ne circule pas aussi bien, puisque, écoutez bien, l'État, en tant qu'emprunteur, va diminuer. Je parle des sommes empruntées. Les emprunts de l'État diminueront dans beaucoup de domaines, notamment les dépenses publiques, pourtant si utiles. L'intérêt est en cause et la dette ne fera que s'alourdir et sera irremboursable. Réfléchissez, avez-vous vu un dirigeant d'entreprise emprunter alors que ses caisses sont garnies? Non. L'État ne perçoit-il pas des impôts et des taxes? Alors pourquoi emprunte-t-il? Parce qu'une putain de loi dite loi Rothschild ou Pompidou de 1973, renforcée par le traité de Maastricht en 1972, réaffirmée, parce que cette loi impose ces tracas, impose ces choses que nous ne devrions pas connaître. C'est un scandale. Troisièmement, si Nicolas avait dû rembourser avec intérêt la somme sagement donnée en dépensant les 250 écus, il aurait bien accru la masse monétaire momentanément. Mais en remboursant cette masse monétaire et les intérêts, la masse monétaire serait revenue à son niveau initial, puisque on soustrayait ces 250 €. Finalement, sa nouvelle activité, au lieu d'enrichir la communauté, l'aurait appauvri. Tout ça parce qu'il aurait emprunté à crédit. C'est le plus important, hein? D'où l'importance, et je le répète, de mettre à égalité la valeur chiffrée de la production nationale et la somme monétaire gratuite correspondant à cette valeur à mettre en circulation pour que le commerce s'effectue convenablement. Je pense que je n'ai rien à ajouter. Je regrette simplement une chose, c'est que je sois seul et que je ne puisse pas demander à des personnes avisées ou curieuses qui pourraient me poser des questions et qui m'engageraient à réfléchir davantage et apporter beaucoup plus de précision. Voilà ce que j'avais à vous dire. Faites-en donc ce que vous voudrez. J'espère que quelques-uns auront pigé et qu'ils porteront la nouvelle à bien d'autres. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.